Vous y étiez sans regret ? Non, parce que j'estime que c'est normal que des chefs de parti, le président de la République et la première ministre se parlent dans une démocratie saine. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Et je pense que vos auditeurs me connaissent suffisamment pour savoir que j'y allais sans naïveté, sans être dupe de ce qui serait retenu ou pas de ce que je pourrais y dire. Mais voilà, j'estime que c'est important de se parler. Sinon, on s'enferme dans une incommunicabilité qui est forcément préjudiciable. On a quand même des urgences écologistes, des urgences sociales, des urgences institutionnelles à résoudre. Et donc, pour les résoudre, il faut bien se parler, même quand on n'est pas d'accord. On va évidemment parler du fond, mais un mot sur la forme. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ça a démarré ce matin, ça s'est terminé aux alentours. On était convoqué à 9h, ça devait finir à 17h. On a fini avec une bonne heure de retard. Je crois que je fais partie des responsables, parce que vous vous rappelez que l'écologie n'était pas à l'ordre du jour. Et je suis arrivée après plusieurs jours en disant qu'il était hors de question qu'on ne parle pas de ce sujet et que ma simple présence en tant qu'écologiste autour de la table faisait que le sujet serait sur la table. Et dès le début de la réunion, j'ai demandé que ce soit ajouté à l'ordre du jour. Je ne l'ai même pas vraiment demandé, j'ai annoncé que j'en parlerai. Et donc, Emmanuel Macron a accepté de mettre ce point à l'ordre du jour de l'après-midi. Ça s'est rajouté donc aux autres points. Et du coup, comment ça s'est passé? Vous étiez tous dans une seule et même salle? Sinon, c'est moins pratique pour se parler. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'est pas fait dans des pièces différentes. Il y a eu des pauses. Non, on a passé toute la journée dans la même pièce. Vous avez déjeuné ensemble? Les téléphones sont confisqués. Et je dois vous dire que pour les chefs de parti que nous sommes, peut-être que c'est agréable aussi une journée sans téléphone. De pouvoir avoir tout son temps de cerveau disponible, sa bande passante sur la réflexion de fond, sur ce qui se passe. Et c'est des moments assez singuliers dans la vie démocratique, finalement, où entre les joutes sur les plateaux télé, les joutes dans certains hémicycles où le débat politique est de plus en plus conflictuel, finalement. Là, évidemment que j'avais des adversaires et même des ennemis dans la salle, mais nous avons été capables, sur certains sujets, d'échanger des arguments de fond, avec calme, mais avec aussi beaucoup de franchise. Anthony. Et certains de vos amis qui n'étaient pas là, qui ont boycotté, Olivier Faure, alors ancien ami. Je pensais que vous parliez de mon ami Sotti et j'allais vous dire qu'il n'était pas mon ami. Aussi à boycotter. Mais il aurait dû venir. Justement, parce que... sur les absents, c'est quelque chose qui a mis très en colère le président de la République, il ne s'en est pas caché. Est-ce qu'il était encore aujourd'hui et est-ce qu'il a parlé de ses absences devant vous? Non, mais après, Emmanuel Macron, il invite les gens, ils ont le droit de venir ou pas. Moi, je respecte, chacun prend ses décisions. J'estime que c'est plutôt important de venir porter ses avis. Certains l'ont fait savoir à la dernière minute, ou du moins dans la dernière ligne droite. C'est sûr que c'est très cavalier de la part d'Éric Ciotti. Et moi, je regrette que Emmanuel Macron entende manifestement beaucoup mieux de son oreille droite que de son oreille gauche, puisque l'ordre du jour était quand même fait sur mesure pour plaire à Éric Ciotti, notamment avec tout un pan de la discussion sur un référendum sur l'immigration. C'est quand même lui qui le demande. Et à la fin, il ne vient pas. Résultat, Jordan Bardella s'est retrouvé tout seul à porter cette proposition où tout le monde disait non mais ça a fracturé le pays. On débat quand même des mois de ce sujet à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une fois que le projet de loi sera adopté, à quoi bon faire en plus un référendum? Il s'est retrouvé fort démuni à défendre sa proposition. Donc il a vécu un petit moment de solitude quand même. Et voilà, de la part d'Éric Ciotti, c'est incompréhensible. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens de son parti. Parce que vraiment, est-ce qu'il en a parlé devant vous, oui, de ses absents? Non, on n'a pas parlé des absents, on a plutôt parlé des présents et des sujets qui étaient sur la table. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, en coulisses, Rachel? Comme l'a dit Marine Tondelier, le principe, c'est que c'est une réunion sans téléphone, sans collaborateur non plus. Ce qui fait que nous, entre 9h et 18h, 18h30, globalement, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe. Chômage technique. On est un peu au chômage technique. On a juste l'occasion de leur parler quand ils rentrent. S'ils ont envie de nous parler, tous les chefs de parti ne sont pas passés devant les micros des journalistes. Et à la sortie, ceux, encore une fois, qui ont envie de nous parler. Il n'y en a que 4 qui sont passés. Marine Tondelier, Fabien Roussel, Jordan Bardella et Stéphane Séjourné. Il y avait quand même, je crois, une dizaine, 11 invités. Donc il y en a beaucoup qui ne sont pas passés nous dire ce qui a pu se passer. Et je peux entendre, comment dire, qu'il y a besoin d'une certaine confidentialité dans ce type de réunion, même si ça doit pas toujours être confidentiel non plus, des réunions comme ça. Mais c'est quand même intéressant d'en faire état devant la presse, quand même, sans devoir forcément trahir des confidences. Qu'est-ce qu'on sait, Anthony, de l'état d'esprit du président de la République? Puisque ce qu'on disait avec Marine Tondelier, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup moins de participants que prévu. Ce n'était pas exactement le plan, ça ne devait pas se passer comme ça. Certains disent que c'est d'ores et déjà un échec, ces rencontres de Saint-Denis. Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit était le président de la République? L'entourage du président dit que le président était déjà satisfait qu'il y ait pu avoir une autre réunion de ce type, de pouvoir réunir des chefs de parti dans un cadre, vous l'avez dit, fermé, restreint, sans téléphone, sans conseiller. On peut se parler cash et franc. C'était un peu ça comme ça qu'on pouvait le résumer. Échange courtois.
c'est vrai que l'initiative politique d'ampleur de base qui avait été vendue et survendue à l'époque par l'Élysée au mois d'août, un petit peu du plomb dans l'aile, parce que regardez, on est sur ce deuxième acte des rencontres de Saint-Denis, il y a déjà 3 absents de marque à noter, Éric Ciotti pour les Républicains, Manuel Bompard pour la France Insoumise qui défendait une nouvelle idée du référendum d'initiative partagée, Olivier Faure aussi pour le Parti Socialiste. Pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les prochaines Ça veut dire qu'on a eu plus de temps pour parler d'écologie. Ça veut dire que pour les prochaines rencontres de Saint-Denis, il y aura encore moins de personnes et donc encore moins d'ampleur politique à donner à cet artifice de communication comme certains l'appellent. Encore une fois, l'entourage du président dit que c'est bien de pouvoir réunir aussi une frange de la classe politique pour montrer une forme d'unité. Ça a couché sur quoi aujourd'hui, à part sur quelque chose qui n'aboutira pas, en l'occurrence un référendum. Ça, je suis pas d'accord. Sur l'élargissement, oui, mais sur l'élargissement du champ du référendum, pas de majorité, ni sur la fin de vie. Moi, je ni sur sors avec l'information quand même qu'un projet de loi constitutionnelle sera déposé et examiné, adopté par le Conseil des ministres le 13 décembre sur l'IVG. Oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup d'hommes dans la salle et que du coup, ça leur a pas trop Marine Tondelier, ça, on le savait déjà, c'est juste qu'on a la date. Pas le calendrier du fait que le Congrès voterait là-dessus en mars 2024 et je pense que c'est une bonne nouvelle pour énormément de femmes dans ce pays. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi une surprise en fin de réunion, c'est qu'on a réussi, là aussi, c'était pas l'ordre du jour, mais à remettre la question de la proportionnelle sur la table. Oui. Donc ça veut dire en gros que l'Assemblée nationale soit plus représentative de ce qu'est la société française. Et donc avec François Bayrou, on a un peu bataillé pour remettre ça à la fin de la discussion sur le sujet. Tout le monde a été amené à se positionner. Et alors qu'on venait de rejeter très massivement le référendum sur l'immigration, ce sujet-là revient et puis on se dit mais du coup comment on ferait pour l'adopter? Peut-être qu'on peut faire un référendum. Et donc finalement Emmanuel Macron en fin de réunion on lui dit je suis ouvert, on peut en discuter, refaire des propositions écrites sur le fait de passer une partie de l'élection législative à la proportionnelle. Moi j'ai aussi mis une proposition sur la table parce qu'on a beaucoup parlé évidemment du conflit israélo-palestinien. Alors précisément, qu'est-ce qui a été dit là-dessus? Parce que c'était l'un des sujets importants de la soirée. Que vous avez dit le président de la République sur quelle est la ligne de la France à ce sujet et notamment sur la situation dans la bande de Gaza, puisque le discours du président de la République a été critiqué ces derniers jours parce que considéré par certains comme fluctuant, pas suffisamment clair. C'est ce que j'ai dit en arrivant, en disant sincèrement, je suis chef de parti, je suis quand même de près le débat politique. Je n'arrive pas à suivre la ligne de la France. Je la trouve floue. Je l'ai dit en arrivant, je vous ai dit que c'était franc et sincère. Ouais. Et donc, on a eu beaucoup d'explications. Et moi, j'entends ce qu'il peut dire dans un huis clos de réunion. Mais voilà, la plupart des Français ne sont pas dans ce huis clos et ont quand même besoin de comprendre. Et surtout, le reste du monde aussi. Donc, racontez-nous. Mais non, mais voilà, je trouve que moi, je peux entendre que quand on négocie la libération d'otages, on est amené à devoir ménager certaines personnes pour permettre une libération. Et tout le monde a envie que ces otages soient libérés. Nous, on a défendu. Juste à ce sujet, il vous a confirmé, le président de la République, qu'en ce moment, il y avait des discussions actives, des négociations pour faire libérer les otages? Évidemment. Évidemment, pas que de la France, et la France joue le rôle qu'elle peut jouer là-dedans, mais moi je constate quand même depuis quelques semaines que la France s'est brouillée avec à peu près tous les pays de cette zone, plus en France, à la fois avec le camp de la paix, avec le camp des pro-palestiniens et avec le CRIF. Donc à un moment on se dit, et même des diplomates, ceux qui sont spécialistes de cette zone du monde ont fait valoir qu'ils ne comprenaient pas ce que faisait Emmanuel Macron. Après nous on est aussi arrivé avec une proposition sur la table, les écologistes ce matin, c'est de dire, outre tout ce qu'on dit sur le cessez-le-siège, le cessez-le-feu, les sanctions envers Israël, la fin de la colonisation et le démantèlement des colonies illégales, la libération des otages bien sûr, mais ce qu'on a dit aussi, c'est la Cour pénale internationale devait pouvoir entrer dans Gaza et ça la France devait l'exiger, c'est possible de le faire. Il y a plusieurs pays d'ailleurs qui depuis ce matin l'ont fait. Il faut savoir que à Gaza aujourd'hui les communications sont coupées, donc on a très peu d'informations. On a des chiffres du Hamas, on a des chiffres de l'ONU, plus de 11 000 Palestiniens morts, 5 000 enfants, des humanitaires, des médecins, etc. Et en réalité, évidemment qu'on voit qu'il y a des crimes de guerre, évidemment qu'on suspecte des crimes contre l'humanité, voire pire, et que si on n'a pas d'enquêteurs indépendants, légitimes sur place pour examiner ça, pour un jour que la vérité soit faite et qu'elle soit punie, mais aussi en préventif. C'est ça parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on dit que la Cour pénale internationale est à Gaza, tout le monde sait que ça se saura. Et donc je pense que ça met fin aussi à une certaine forme d'impunité, et ça nous l'avons demandé. C'est-à-dire que des enquêteurs internationaux puissent se rendre... Des enquêteurs de la Cour pénale internationale. Et la réponse du président sur ça? Emmanuel Macron a été à l'écoute. Alors au début, certains ont dit oui, mais
mais est-ce que c'est bien le moment de faire une enquête pénale? Et moi, je leur disais, bien sûr que l'urgence est humanitaire, mais si vous voulez prévenir des crimes contre l'humanité, si vous voulez que la vérité se sache, alors il faut y aller tout de suite, parce que les preuves, on le voit bien, dans le temps, sont plus difficiles à trouver. Et donc, là-dessus, il s'est montré à l'écoute en disant qu'il allait regarder, et je vais lui faire un email dès demain matin avec plus de précision sur notre demande concrète, parce que je pense que tout doit être tenté pour éviter un maximum de morts dans la bande de Gaza. Et est-ce que l'idée d'une trêve humanitaire faisait l'unanimité parmi ceux qui étaient présents à la réunion? Oui, évidemment. Mais je pense que chacun doit bien comprendre. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les réseaux sociaux... Pour le Rassemblement national aussi? La trêve humanitaire, oui, mais pas cesser le feu. Mais vous voyez, quand je regarde sur les plateaux télé parfois ou sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la moitié de la France est pro-Hamas et l'autre pour un soutien inconditionnel à Israël. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'immense majorité des Françaises et des Français sont pour le respect du droit international, du droit humanitaire, pour la paix. Et en réalité, je crois que c'est le cas de 9/10 des Français. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'une position nuancée, équilibrée sur ce sujet aujourd'hui dans le débat public, mais je pense que sur des dossiers pareils, évidemment que les gens sont dans l'effroi de ce qui s'est passé le 7 octobre avec l'attaque terroriste du Hamas, et sont dans l'effroi de voir ce que subissent les Palestiniens en représailles aujourd'hui. Je pense que c'est ça la majorité des Français. Et donc sur notre site lesécologistes.fr, on a lancé cette pétition pour demander que la Cour pénale internationale entre à Gaza. Elle a fait plusieurs milliers de signatures déjà cet après-midi, et c'est ça qu'on va porter dans les jours qui viennent. On sera demain aussi à la manifestation en soutien à la paix et au peuple palestinien, et on sera de tous les combats pour la paix tant qu'il le faudra. C'est vraiment assez désolant ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on est nombreux à se sentir impuissants. Mais est-ce que vous avez appris des choses sur le sort des otages, évidemment, sur le rôle que la France entend jouer dans cette crise? Évidemment, avec en plus mais des choses qu'on vous a demandé de ne pas répéter, même si chaque otage compte, mais on a tous une attention particulière pour les otages français aussi. On a discuté de comment pouvoir rendre hommage aussi, vous savez, aux victimes françaises. Et alors? Parce que depuis Nice, en fait, c'est le plus lourd bilan en termes d'attentats terroristes qui touchent des Français. Et il y avait une polémique à un moment sur pourquoi il n'y a pas eu d'hommage national rendu à ces victimes françaises. Ce qu'a expliqué le président de la République, et que j'entends parfaitement, c'est que les familles de ces victimes françaises des attentats du 7 octobre du Hamas, en fait, pour la plupart, ont aussi des otages. C'est-à-dire que dans une même famille, il y a eu des morts et des otages. Et donc, évidemment, les familles qui attendent que des otages soient libérés ne sont pas du tout dans l'état d'esprit d'organiser là maintenant un hommage national et de s'y rendre. Et donc ça, Emmanuel Macron a bien dit que ça n'avait pas encore eu lieu, que c'était en préparation, que c'était sur la table, mais que la temporalité, ce n'était pas la bonne temporalité pour personne, et donc que ça aurait lieu quand tout le monde y serait prêt. Voilà l'exemple d'information que nous avons eu. Celle-là n'est pas confidentielle, c'est pour ça que je vous la donne. Et sur les négociations, en ce qui concerne les otages, Emmanuel Macron vous a une fois de plus répété que le Qatar reste l'interlocuteur privilégié du Hamas. Mais moi, je sais que ces informations-là doivent rester confidentielles, parce qu'une négociation, ça se fait pas pour le coup en totale transparence, sinon ça peut mettre en danger les chances de réussite de l'opération. Mais est-ce que vous avez pu confronter le président sur un sentiment de volte-face ou d'impression de revirement diplomatique sur les termes qu'il a pu employer, notamment sur ce conflit? Au début, c'était un soutien, ensuite on parlait de trêve humanitaire, et ensuite il y a eu ce mot de cessez-le-feu qui avait été prononcé lors d'une interview à la BBC. Est-ce qu'il a reconnu une forme de revirement, ou bien pas du tout? Pour lui, la ligne de la France était claire vis-à-vis de la position diplomatique. Je lui ai tenu le discours que vous venez de tenir, parce que c'est ce que j'ai ressenti en tant que spectatrice de ces interventions successives. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a toujours porté la même ligne, qu'il nous a dit le 12 octobre... au chef de parti, puisqu'on l'avait déjà vu sur le sujet le 12, et le soir à la télé aux Français, la même chose que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, qu'il ne met pas, je le cite, l'accent tonique sur les mêmes éléments au fur et à mesure des jours, parce que l'émotion n'est pas la même et que la temporalité n'est pas la même. Moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, quelque part... c'est fait. Ce qui compte, c'est ce qui va avoir lieu maintenant dans les jours à venir. Un mot donc quand même aussi sur le référendum sur l'immigration. Il n'aura pas lieu. Dommage. À ce sujet, vous êtes satisfaite? Évidemment. Ce référendum était demandé par le Rassemblement national et par les Républicains. Éric Ciotti, qui n'était donc pas à cette réunion, a quand même réagi à ce qui s'est dit. On va regarder. Il défendait pas trop le référendum sur l'immigration. Non, il défendait le RIP, par exemple. Comme je l'avais prédit, les rencontres de Saint-Denis de ce jour n'ont abouti à rien. Tout ça pour ça. Ce référendum c'est sympa pour les femmes et sur l'IVG, monsieur Ciotti.
Voilà, c'est ce que vous lui répondez. Bah non, mais parce que lui, il est obsédé par l'immigration. On a l'impression que toute la misère des Français, sociale, environnementale, tout est lié à l'immigration. Donc il est obsédé par ça. Et ça l'empêche de voir que oui, quand on constitutionnalise l'IVG, ça a une petite importance pour à peu près la moitié de la population. Mais c'est peut-être un détail pour lui. Rachel, c'était aussi une manière pour le président de la République de dire au LR, après tout, si vous aviez envie qu'on avance sur ce sujet, il fallait être là. Il y a deux manières de le voir. On est, je pense, encore un peu tôt après la réunion. Il nous manque encore des informations pour savoir quelle est la bonne interprétation à avoir. D'un côté, on peut avoir l'impression qu'il y a une sanction de l'absence d'Éric Ciotti à la réunion. Au fond, on appâte un peu la droite en disant « Ah, tiens, on pourrait faire un référendum sur l'immigration ». C'est quelque chose qui était nommément cité dans la lettre qu'il vous a envoyée pour invitation. Et finalement, comme il n'est pas là, ça n'est plus l'actualité. Après, il y a aussi le fait que si ça ne fait pas consensus, il n'y a rien de déshonorant à renoncer à un projet qui irait dans le mur. Le problème, c'est est-ce qu'il y avait besoin de la rencontre de Saint-Denis pour constater qu'il n'y avait pas de majorité là-dessus? Je ne suis pas sûr. Une dernière question, Marine Tondelier, sur cette affaire dont on va parler dans quelques minutes, parce que ça concerne aussi la classe politique. La mise en examen ce soir de Joël Guerriau, qui est sénateur Horizon, mise en examen, placé sous contrôle judiciaire parce qu'il est accusé, on le voit ici à l'image, ce sont des images d'archives, il est accusé par une députée MoDem de l'avoir drogué à son insu. Il a été placé en garde à vue. Il y a une confrontation entre les deux parlementaires. Et ce soir, donc, il est placé sous contrôle judiciaire. Tout à l'heure, Alice Coffin, qui était sur ce plateau, élue écologiste de Paris, disait il y a dans le milieu politique est un espace protégé, presque privilégié pour les agresseurs. Est-ce que vous diriez la même chose? Moi, j'ai appris cette histoire-là sur le trajet pour venir ici, parce qu'on n'avait pas de téléphone aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Et je trouve cette histoire effroyable, sordide, il faut dire, parce que je me mets à la place de cette députée, un de ses collègues l'invite, voilà, et puis d'un coup elle se sent un peu mal et elle le voit avec un sachet blanc, si j'ai bien compris, en train de mettre de l'ecstasy dans sa coupe de champagne. C'est vraiment sordide. En l'occurrence, elle n'a rien vu du tout, elle a juste surtout senti qu'elle était dans un état très étrange. Elle l'a vu avec un sachet blanc qu'ils ont retrouvé chez lui dans la perquisition. Lors d'une perquisition, mais je veux dire, elle ne l'a pas vu. Elle a juste eu le bon réflexe. Elle s'est sentie mal et elle est partie. Elle est partie vite et j'imagine dans quel état elle doit être, comment elle doit se sentir. Donc je lui adresse évidemment notre total soutien au nom des écologistes. Oui. Et ces histoires ne devraient plus exister en 2023. Ça n'aurait jamais dû exister, mais aujourd'hui, le MeToo a eu lieu et dans tous les milieux, le cinéma, la politique, normalement, le monde du travail aussi de manière générale, normalement, les hommes doivent comprendre qu'ils ne peuvent plus faire ça dans l'impunité, que ça va se savoir, que les femmes ont les bons réflexes. Et je pense que de parler de ces histoires sur vos antennes sert aussi de prévention pour plein de femmes qui nous écoutent et qui, des fois, peuvent se retrouver dans une situation sans trop comprendre ce qui leur arrive. Quand on a entendu ce genre d'histoire, on est plus en vigilance. Donc je pense qu'il y a une grosse importance à en parler. Et cette députée donne le bon exemple. Et merci de répondre parce que c'est pas toujours facile de commenter une affaire. En plus, les informations nous parviennent un peu au compte-gouttes. Je vais vous dire, Madame Josso, je la connais pas personnellement, mais j'ai déjà eu l'occasion de la côtoyer. J'ai une totale confiance en elle. Je la crois comme je crois toutes les victimes d'agressions sexuelles. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est encore présumé innocent. Est-ce que malgré tout, il doit démissionner? Ça me paraît logique. Il est mis en examen pour des faits d'agression sexuelle. Oui, quand on est politique, on doit être exemplaire. La présomption d'innocence, c'est en matière de justice. Là, en matière politique, comment il peut être audible, comment il peut être crédible, c'est des faits très graves qui lui sont reprochés. Et je pense que là, Madame Josso a le droit d'aller à l'Assemblée nationale sans croiser son agresseur. Voilà, ça me paraît totalement logique. Merci Marine Tondelier d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Week-end Direct et d'être venus nous raconter notamment les coulisses de ces rencontres de Saint-Denis. Deuxième épisode pour... Il y aura un troisième acte d'ailleurs de ces rencontres c'est pas encore acquis. A priori, peut-être dans 3 mois, mais ça reste très hypothétique. Et encore sur le seul thème de la décentralisation, je crois que c'était la formule qu'il a eue. Il nous a dit aussi que si l'actualité internationale l'imposait ou l'y invitait, il serait possible d'avoir des réunions précises sur des événements en particulier. Mais dans 3 mois, nous avons un point d'étape avec Éric Woerth sur la décentralisation. On a hâte d'y être. Mais intéressant donc de savoir que le format pourrait être renouvelé, mais plus sur des sujets internationaux, en fonction de la situation à l'échelle internationale. Ouais. Tout ça peut encore... C'est très nouveau, ça. C'est ça. Ok. Merci à tous les 3.